j'aimerais d'entrée de jeu vous proposer une citation de Galilée. Galilée qui dit qu'on ne peut rien apprendre aux gens. Hein? Oui, oui, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Alors, de prime abord, nous pouvons dire que non, avec les uns et les autres, on ne peut pas leur donner un savoir. Et beaucoup de gens pensent que quand l'enfant naît avec un cerveau vide, et on aime dire une crâne vide. Non, 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 non. Tout est déjà là. Et actuellement, les études sont en train de démontrer que nous possédons en nous toutes les informations de l'univers dans l'ADN. Il y a un certain nombre d'informations maintenant qu'il faille activer. Et c'était démontré depuis un fort longtemps par en hermétique lorsqu'on étudie la loi du karma, notamment le karma universel, tout. On avait pu démontrer, selon eux, que ces informations sociétales, mondiales, se trouvent en chacun de nous. Et vous allez entendre un jour parler d'un terme qui parle ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Voilà. Donc, c'est des informations, je ne vais pas rentrer dedans, mais déjà, on peut retenir que dans le cerveau humain, il n'y a pas en fait deux choses. On ne va pas apprendre à l'enfant un certain nombre d'éléments. Non, non. L'enfant possède déjà en lui tous ces aspects-là. Alors, il nous revient comme objectif général d'aider les uns et les autres, moi-même y compris, à se connaître. Donc, l'objectif de cet entretien, c'est mieux se connaître, c'est mieux découvrir qui nous sommes réellement. Et pour y arriver, nous avons dégagé deux objectifs spécifiques, qui est de comprendre un aspect spécifique de l'être humain, qui est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, ça veut dire exactement quoi? Deuxième élément, c'est développer nos capacités cognitives. À l'issue de la communication, nous devons être capables de pouvoir savoir un certain nombre de méthodes qui existent, tant naturelles, pour pouvoir développer notre pensée, pour pouvoir développer nos capacités intellectuelles, si je vais ouvrir assez large. Alors, la neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? La neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? Pour y arriver, nous allons essayer dans la suite de notre travail, de définir un certain nombre de concepts, notamment, on va revenir sur la neuroplasticité et d'autres éléments pour nous aider à mieux comprendre. En plus de cela, nous allons aller comprendre le mécanisme de fonctionnement de notre cerveau. Mécanisme de fonctionnement qui passe par quoi? Qui passe par la structuration du cerveau, qui passe par les circuits neuronaux. Et pour terminer, nous allons travailler sur un certain nombre de stratégies, de méthodes pour pouvoir augmenter nos capacités cognitives. Alors, il m'est permis de définir, je m'en vais définir ce que c'est que la neuroplasticité. Et vous aurez compris, je ne suis pas allé loin chercher, j'aime le dire, hein, chercher l'information. Sur Wikipédia, on dit que la neuroplasticité est connue sur plusieurs angles. On peut parler de plasticité neuronale ou bien de la plasticité cérébrale. Et c'est cette capacité, si vous le voulez, pour notre cerveau à créer des circuits neuronaux et pouvoir se réorganiser. D'abord, il y a la création et il y a l'organisation et la croissance. Donc, c'est lorsque le cerveau est capable de se reprogrammer pour mieux fonctionner ou bien pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je suis parti juste prendre un exemple pour nous permettre de comprendre davantage. Il y a une étude selon le processus d'apprentissage de Broadwell qui nous montre que lorsque nous voulons apprendre quelque chose de nouveau ou bien lorsqu'il s'agit de donner de la connaissance, il faut souvent diagnostiquer. Nous le faisons en ingénierie de la formation, mais dans les cas d'espèce, je vais juste expliquer comment le cerveau souvent appréhende un certain nombre d'éléments ou comment nous apprenons les choses. La première étape, c'est que nous sommes dans ce que nous appelons l'incompétence inconsciente. Je m'en vais prendre un exemple concret pour vous permettre de mieux appréhender cela. Ceux qui ont déjà le permis de conduire ou ceux qui ne conduisent pas pour le moment,
Si on prend ceux qui n'ont jamais conduit, n'ont jamais pris le volant d'une voiture, vous allez voir que dans votre cerveau, vous n'osez même pas penser que vous pouvez en fait conduire. Donc, dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Donc, le cerveau se dit, non, ça, c'est pas mon truc. Donc, je ne sais même pas que je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Mais si nous partons, nous avons la volonté d'aller chercher à conduire le véhicule, ou bien nous nous mettons dans une dynamique d'aller nous former, ou nous avons l'intention d'obtenir une voiture, nous passons à l'étape 2. L'étape 2 qui est l'incompétence consciente. Ici, on se rend compte que, bon, j'ai besoin d'une connaissance. Et le cerveau sait maintenant que cette compétence, cette connaissance-là, notamment la conduite ici, je ne connais pas. On a une certaine prise de conscience de cette capacité. Et quand nous allons parler des circuits neuronaux, on va comprendre encore le mécanisme qui se met en place dans le cerveau à ce sujet-là. Le troisième élément ou la troisième étape dans le processus d'acquisition de la connaissance ou d'apprentissage, nous nous mettons à l'école. Nous allons aller, par exemple, dans notre exemple, on va aller à l'école, à l'auto-école pour apprendre quoi? Le code. Et dans ce processus-là, c'est là on se rend compte que quand on dit droite continue, c'est ça. Passer la vitesse, souvent, vous voyez, la plupart des véhicules, on passe la vitesse devant. Tu prends l'embrayage pour ceux qui conduisent avec les véhicules à embrayage. Tu vas prendre, on dit, prends l'embrayage à fond. Voilà. Et quand tu veux rouler, même à vélo, vous vous rappelez de ça. Votre première fois de rouler au vélo, vous regardez où se trouvent les pédales. Deux fois pour passer la vitesse, tu vas regarder, ah, c'est le 1, je passe. Voilà. Donc, nous sommes dans une attention particulière, dans une compétence consciente. Là, je sais que je sais. Et il y a un processus dans notre cerveau qui est mis en place, qui est en train de créer un circuit neuronal pour nous permettre d'acquérir cette connaissance. Et plus vous allez le faire, pratiquer, 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 à un moment donné, quand tu rentres dans le véhicule, tu mets la vitesse, tu roules, jusqu'à, c'est toi, tu roules, tu communiques deux fois, ce qui n'est pas bien. Voilà, tu es là, tu parles à ton voisin, ainsi de suite, et tu circules sans problème. Tu ne sais même pas que tu es en train de mettre la vitesse, tu es en train de rétrograder, ainsi de suite. Donc, tu entres dans la quatrième étape qui est quoi? L'automatisme, qui est la compétence inconsciente. Ça veut dire que le cerveau a pu créer un mécanisme en place qui te permet de ne plus être obligé de faire quoi? Obligé d'avoir ta conscience à 100% à ce niveau. Donc, tu roules dans un certain nombre d'automatismes. Et quand nous allons revenir sur l'intuition, on va mieux encore comprendre. Donc, à ce moment-là, on ne sait même plus que l'on sait. Mais ça vient de façon intuitive, ça vient de façon, j'allais dire quoi, naturelle. Naturelle. Donc, voilà un peu la plasticité cérébrale à ce niveau. C'est cette capacité de notre cerveau à s'étendre pour apprendre quelque chose de nouveau. Ici, au départ, on ne connaissait pas. Mais à l'arrivée, on connaît sans savoir même que, sans une conscience active de cette connaissance-là. Voilà un peu exemple concret. Deuxième définition, je suis allé chercher ça sur ChatGPT 4, que je sais que beaucoup de gens, voilà. Et ça, c'est vraiment un outil très, très puissant de l'intelligence artificielle qu'on allait traiter dans le deuxième thème, mais certainement, nous allons revenir sur ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité cognitive? Dans le cas d'espèce, la capacité cognitive va faire beaucoup plus référence à quoi? À tout ce qui est information traitée dans le cerveau. Et on parle de capacité cognitive lorsqu'on parle de la pensée, notre capacité à penser, notre capacité à traiter l'information, à résoudre un problème ou une difficulté en place. Et beaucoup vont regrouper ça lorsqu'on parle de la mémoire, lorsqu'on parle des perceptions. Attendez par perception, quoi? Les cinq sens. Oui, les cinq sens, plus le sixième sens que nous allons aussi revoir, qui est l'intuition. Donc, la capacité cognitive regroupe tout cet ensemble-là, notre capacité de raisonnement.
Mais en ce qui nous concerne, nous allons impliquer ou ajouter un autre élément dans notre capacité cognitive qui sont les émotions, le traitement des émotions du ressenti. Même si dans la composition du cerveau, nous allons comprendre où se trouve ce siège-là et où se trouve le siège de tout ce qui est capacité cognitive. Donc, pour me résumer à ce niveau, comprenons que la capacité cognitive, c'est le fait pour notre cerveau de pouvoir développer un certain mécanisme de résolution d'une situation mise en place, d'une situation qui se présente à nous. Alors, troisième définition pour notre exposé de ce soir, c'est ce que c'est que l'intuition. Alors, chacun de nous parle de l'intuition, chacun de nous évoque l'intuition la plupart du temps. Ah, mon intuition me dit ceci. J'ai l'intuition que, qu'est-ce que c'est? L'intuition, en fait, c'est notre capacité d'appréhension et des choses de façon, j'allais dire, immédiate. Une capacité d'appréhension immédiate sans prendre le temps d'avoir réfléchi, sans prendre le temps de raisonner. Non, non, ça vient, j'allais dire, j'utilise le mot, hein, intuitivement, ça vient immédiatement. Et j'allais dire, c'est un phénomène qui est en nous, qui nous permet en fait d'économiser l'énergie du cerveau. Un phénomène qui est en nous, qui nous permet d'aller, j'allais dire, assez vite. Un élément qui nous permet de pouvoir, j'allais dire aussi, balayer un certain nombre d'informations et aller rapidement droit au but. Même si, je mets la bémol, il ne faut pas tout le temps ne se confier qu'à notre intuition. Mais l'intuition, néanmoins, se veut être un grand élément qui va nous permettre de pouvoir aller de l'avant assez vite. Si je vous pose par exemple la question tout de suite, 1 plus 1 égale à, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous passez directement à 2. Voilà. Ça, c'est de l'ordre de l'intuition. Il y a un monsieur, un grand monsieur, notamment Albert Einstein, qui dit quoi? Ah, c'est en anglais, hein, donc ceux qui sont pas trop forts en anglais comme moi là, donc on va se débrouiller un peu. The intuitive mind is a secret grief, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Albert Einstein dit que l'intuition est un don sacré. Donc, c'est un don que Dieu nous a donné, c'est un don sacré, mais la raison est un fidèle fervent serviteur. Nous avons en fait dans notre société, on honore le fidèle serviteur, notamment on honore ceux qui sont dans la raison et on oublie ou bien on ne fait rien du don. Pour vous dire ici l'importance de l'intuition et pour vous dire, pour ceux qui ne mettaient pas l'intuition au cœur de leur pensée, à pouvoir le faire et à travailler parce que l'intuition se développe. L'intuition, on peut en fait agrandir le champ d'action de l'intuition. Par quoi? Nous allons le voir lorsque nous allons voir quelles sont les démarches pour augmenter notre pensée, pour augmenter nos capacités cognitives. Mesdames et messieurs, comprenons effectivement que nous sommes constitués ainsi de pensée, notamment de raisonnement. Nous sommes aussi constitués d'intuition qu'il faut savoir en fait se confier. Et dans d'autres études, vous allez aller où on va développer la méditation et la transcendance qui nous permet d'atteindre un certain niveau de compréhension ou bien d'accéder à un certain nombre d'informations que le raisonnement ne pourrait même pas nous permettre de pouvoir atteindre. Et c'est ça, on va en fait se confier à ce que les uns et les autres appellent quoi? Sixième sens. Alors, voilà un peu la définition que je voulais vous proposer de l'intuition, de les capacités cognitives qui est beaucoup plus spécifique et comment notre cerveau crée ce mécanisme-là qui existe. Autre définition non moins importante à vous proposer,
c'est cet élément entendu de tout le monde certainement, ou bien pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de la glande pinéale. La glande pinéale, qu'est-ce que c'est? On dit que la glande pinéale, c'est chez les médecins, la plupart des médecins, je sais qu'il y a un qui est avec nous dans cette salle. Quand on leur pose la question, la glande pinéale, tout, hop, non, il s'agit de quoi? De l'épiphyse. L'épiphyse cérébrale qui est quoi? Qui est une glande endocrinienne qui se situe au milieu, pour ne pas dire au milieu du cerveau et qui produit, j'allais dire, une hormone, voire de façon générale, on appelle une substance. Et la substance s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine a pour, en fait, fonction de nous aider à réguler le cycle circadien du sommeil et de l'éveil. C'est-à-dire, le cycle circadien, c'est en fait notre cycle de vie, si vous voulez, par jour. Et c'est la mélatonine qui est sécrétée grâce à d'autres substances que nous allons appeler la sérotonine. La sérotonine, je ne vais pas rentrer dans des aspects vraiment à ce niveau. Mais on va retenir que c'est quand même une glande qui est là, qui nous permet de pouvoir réguler notre capacité d'attention, notre capacité de sommeil, notre capacité d'éveil, ainsi de suite. Donc, c'est une glande qui est vraiment très, très importante. Et cette glande-là a été étudiée, je dirais très bien avant même l'avènement des recherches vraiment vouées au cerveau. Et vous allez entendre parler de fois, lorsqu'on évoque la glande pinéale, on fait allusion au troisième œil. Troisième œil, quand on parle de ça, les gens ont peur parce qu'ils se disent non, c'est métaphysique, c'est sorcellerie, c'est... Non, troisième œil fait référence au sixième chakra pour ceux qui comprennent ce que c'est que les centres d'énergie, notamment les différents chakras. Et ça se situe un peu au niveau de notre front. Voilà. Et en égyptologie, on va parler de quoi? On va parler beaucoup plus de l'œil d'Horus. Alors, on parle de l'œil d'Horus. Donc, pour vous dire que la glande pinéale a été étudiée très, très bien avant et a plusieurs fonctions, notamment dans le domaine spirituel que je ne vais pas trop m'apaisantir. Et vous allez avoir sa représentation un peu partout sous forme de pomme de pain. Pomme de pain. Et effectivement, des fois, je provoque les gens en statue avec certaines images. J'ai fait référence une fois à la glande pinéale, où vous allez aller, par exemple, si vous partez au Vatican, notamment à côté de la bibliothèque du Vatican, notamment à Rome, il y a une statue où il y a la pomme de pain qui est représentée. Beaucoup diront, je ne sais pas si c'est le cas, mais beaucoup disent que non, ça fait référence effectivement à la pomme de pain qui, jadis, est beaucoup plus considérée comme le centre ou le siège de l'âme. C'est cette jonction-là. Donc, la glande pinéale devient le nœud ou la jonction entre le monde spirituel et le monde physique. Et donc, pouvoir développer sa glande pinéale, pouvoir bien entretenir sa glande pinéale va nous permettre de pouvoir augmenter notre relation vis-à-vis des êtres supérieurs ou bien des entités supérieures ou d'augmenter notre niveau de spiritualité. Travailler à ne pas calciner, j'allais dire calciner, deux fois, c'est le terme. Travailler à ne pas détériorer ici notre glande pinéale va nous permettre aussi de pouvoir augmenter nos capacités intellectuelles. Comment on peut décalciner notre glande pinéale? Comment on peut éviter la calcination de notre glande pinéale? Nous allons essayer de revenir sur ces aspects-là tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, le deuxième point qui est le mécanisme de fonctionnement du cerveau. Alors, dans ce mécanisme de fonctionnement du cerveau, j'aimerais que nous abordons essentiellement deux aspects. On va travailler sur la structuration du cerveau. On va comprendre les différentes études menées sur le cerveau et comment beaucoup de gens ont essayé d'appréhender le cerveau. Et pour votre information, le cerveau reste jusqu'à nos jours une partie du corps à étudier ou à découvrir. On ne fait que chaque jour découvrir beaucoup d'éléments. Et ça fait que au fur et à mesure, certaines découvertes sont remises en cause. Mais néanmoins, je vais présenter un certain nombre d'éléments ici pour nous permettre de comprendre davantage. Dans le deuxième point, nous allons revenir sur la création des circuits neuronaux et comment nous pouvons travailler à développer des circuits neuronaux pour pouvoir augmenter notre capacité cognitive.
Le premier élément qui est beaucoup plus connu, qui est un peu connu de tout le monde, c'est la composition du cerveau par hémisphère. On dit que le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Même si de nos jours, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'études qui disent non, le cerveau, c'est une entité, il n'y a pas d'hémisphères. Mais néanmoins, c'est une étude qui nous a permis vraiment de mieux comprendre le cerveau. Et dans ce sens-là, on a vu que l'hémisphère gauche du cerveau traite un certain nombre d'éléments de façon différente que l'hémisphère droit du cerveau. Quand nous prenons l'hémisphère gauche du cerveau, on va voir que c'est le siège ou c'est le centre de tout ce qui est raisonnement analytique, tout ce qui est raisonnement linéaire, tout ce qui est analyse. Ceux qui sont forts en maths, on aime dire qu'ils ont développé, par exemple, l'hémisphère gauche de leur cerveau. Et c'est là-bas nous sommes dans tout ce qui est logique, tout ce qui est respect des normes, tout ce qui est élément cartésien. Nous voyons? Donc, ceux qui ont le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau plus développé que l'hémisphère droit du cerveau, on va voir qu'ils sont beaucoup plus dans une dynamique cartésienne. Tandis que ceux qui sont beaucoup plus dans l'hémisphère droit ou qui ont développé beaucoup plus leur hémisphère droit, on remarque qu'ils essaient de voir les choses dans leur globalité. Ils sont beaucoup plus intuitifs. Ils sont dans une certaine créativité. Donc, ils sont émotionnels, pour ne pas dire émotifs, et ils sont sociaux. Et dans la dynamique des études, il s'est avéré qu'il y a eu des gens en temps qui ont eu des lésions au niveau de l'hémisphère gauche du cerveau, faisant que l'hémisphère droit du cerveau trouve expression. Et la personne qui était beaucoup plus cartésienne, qui était beaucoup plus, si vous voulez, mathématique, se retrouve immédiatement à voir tout en un dans la globalité. Alors, pour aller très loin, il y a ceux-là même qui sont en train de développer la thèse comme quoi, en fait, l'hémisphère droit du cerveau, c'est l'hémisphère de l'unité divine, l'hémisphère où le siège même de Dieu. Ça, c'est des théories qui existent, mais qui restent tout quand même à vérifier. Mais néanmoins, cela nous permet de comprendre que notre cerveau traite les informations de manière différente. Et pour ceux qui pratiquent souvent les exercices pour développer leur intuition, on va les permettre, ou on va leur dire non, vous devez essayer de bloquer quoi? Bloquer la partie gauche de votre cerveau, la partie gauche de, excusez-moi, de bloquer la partie, j'allais dire, droite de votre corps qui est contrôlée par l'hémisphère gauche. Et si vous voulez, en fait, développer une intuition élevée, vous allez faire des mouvements qui vont libérer, en fait, l'hémisphère droit du cerveau. Et vous savez que, par exemple, les informations ou tout ce que je touche avec ma main droite est traité par l'hémisphère gauche du cerveau. Et tout ce que je traite touche avec la main gauche, l'information est traitée par l'hémisphère droit du cerveau. Et si ce n'est sais pas, ça reste à vérifier. Vous allez voir que ceux qui aiment écrire avec la main gauche, tous ceux qui travaillent ou bien qui sont, on aime dire les gaussiers, non? Voilà. Ils ont une certaine intuition, une certaine compréhension globale des choses. Cela reste quand même à vérifier, mais c'est quand même des exemples, papa, pour nous permettre de comprendre le fonctionnement. Déjà, pour vous dire que lorsque vous voulez développer votre intuition, il faut travailler à développer la partie gauche de votre corps pour pouvoir stimuler, en fait, l'hémisphère droit du cerveau. Deuxième élément que nous allons aussi étudier, j'ai parlé de ça hier dans le groupe, c'est en fait la composition triinique du cerveau. Il a été, dans les études ont prouvé que notre cerveau a trois parties et cela correspond à une étude évolutionniste en fait du cerveau. On pourra revenir sur ça si vous le voulez dans la salle pour vous permettre d'avoir même les âges de l'évolution. Et dans ce sens, on dit que le cerveau a subi une évolution où ça vous fait penser à quoi? À l'évolution de Darwin. Je devais revenir sur ça dans le deuxième module, mais aujourd'hui, on va s'en tenir à ça.
On a évolué d'abord en tant que, avec un cerveau que nous appelons le cerveau reptilien. Et dans le cerveau reptilien, il y a un certain nombre de mécanismes que le cerveau reptilien c'est le siège d'un certain nombre de mécanismes, si vous le voulez. Deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Et le troisième, le plus grand, c'est le néocortex, qui a été très, très récemment développé par l'être humain et qui fait que le cerveau, le néocortex, nous amène à différer des autres mammifères, non pas les mammifères, des autres animaux en quelque sorte. Donc le néocortex, c'est la partie beaucoup plus développée par les mammifères. Alors, ici, on va comprendre que lorsque nous avons en commun avec les reptiles le cerveau reptilien, et c'est le siège de tout ce qui est, par exemple, la respiration, et, si vous voulez, la faim, les réflexes là, c'est le siège en fait du cerveau reptilien. Ça vous permet de comprendre tout ce qui est instinct de survie est beaucoup plus stimulé ou développé à ce niveau. Et le cerveau reptilien, vous voyez que ça se colle beaucoup plus à la moelle épinière, siège de tout ce qui est aspect, tout ce qui est instinct à notre niveau. Pour continuer, nous avons le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est vraiment le siège de nos émotions, c'est le siège de tout ce qui est, si vous voulez, les 5 sens. Donc, je sais que vous allez pouvoir définir dans le groupe ces 5 sens-là. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est vraiment à ce niveau que sont développés vraiment tout ce qui est nos 5 sens. Et le néocortex, c'est le siège du mental, c'est le siège de la réflexion. Et c'est la partie où nous développons le plus tout ce qui est élément logique, tout ce qui est élément lié à la conscience. Voilà un peu cette répartition. Et cette répartition nous permet de comprendre en fait beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments tels que comment on peut développer, peut-être si nous voulons contrôler nos émotions ou développer nos émotions, nous allons travailler sur le cerveau limbique. Si nous voulons aussi stimuler nos capacités de raisonnement ou de conscience, nous allons travailler à stimuler quoi? Le néocortex. Et nous allons revenir sur ces aspects-là. Alors, autre répartition encore, je dirais un peu scientifique du cerveau, c'est la répartition du cerveau par région. Et par région, ils ont pu déterminer un certain nombre de régions, notamment 6. Il y a de la documentation qui propose 4, mais j'en ai retenu les 6. Et il y a, par exemple, le lobe frontal. Et le lobe frontal a ses spécificités, notamment tout ce qui est question de personnalité, tout ce qui est question de traitement de l'intelligence, de traitement de notre environnement. Il y a le pariétal. Et le pariétal, c'est tout ce qui est lié à la sensation, au calcul, à la compréhension de ce qui nous entoure de l'espace. Et il y a le temporal. Le temporal, là, c'est tout ce qui est question de planification, notre comportement, et il y a le cervelet, l'occipital, ainsi de suite. Mais déjà, nous pouvons savoir que dans notre cerveau, il y a des zones de traitement. Et à ce niveau, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si nous associons la répartition du cerveau par lobe avec la répartition du cerveau en deux parties, les hémisphères, nous allons comprendre que, par exemple, le lobe frontal est subdivisé à deux niveaux, notamment le lobe frontal gauche et le lobe frontal droit. Et vous allez comprendre, si vous regardez ce qui est écrit, vous allez comprendre parfaitement comment le traitement des informations se fait en quelque sorte. Donc, j'ai présenté un certain nombre d'éléments déjà que vous pouvez retrouver dans vos documentations pour vous montrer à quel point le cerveau fait l'objet d'études et le cerveau, on est toujours en train de chercher à mieux comprendre davantage le cerveau. Alors, pour comprendre et continuer dans ce sens de mécanisme ou de compréhension du fonctionnement de notre cerveau, permettez-nous de faire l'analyse du psyché humain. Et l'analyse du psyché humain va nous envoyer à la répartition du psyché par Sigmund Freud. Je ne vais pas aussi rentrer en détail dedans, mais il a été démontré que non, nous avons dans notre psyché
notamment dans notre cerveau, pour ne pas compliquer les choses, une partie qui est la partie consciente, une autre partie qui est la partie subconsciente, qui est juste en bas de la partie quoi, de la partie consciente, et il y a la grande partie qui est la partie inconsciente. Et pour beaucoup, ils vont assimiler quoi? La partie subconsciente à la partie inconsciente. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est que la partie consciente, comme vous le savez, c'est la partie du moment présent ou la partie au temps T. Au temps T, c'est-à-dire au moment présent. Et la partie subconsciente, c'est toutes les informations que nous avons accumulées ou nous avons mis dans notre cerveau de façon consciente et qui se retrouvent désormais logées dans le grand groupe ou bien dans la grande famille de l'inconscient. Et l'inconscient, il y a le subconscient et il y a d'autres informations telles que tout ce qui est lié à la respiration, tout ce qui est lié aux mécanismes dont nous n'avons pas obligatoirement nécessité de penser pour agir. Et Freud va parler de l'inconscient comme le siège de quoi? De tout ce qui est ça. Le ça qui est tout ce qui est, on va revenir, tout ce qui est désir refoulé, ainsi de suite. Il y a le surmoi qui est l'élément social et il y a le moi. Donc, il y a les trois parties. Et Sigmund Freud parle aussi du préconscient et nous pouvons voir déjà la similitude entre le préconscient et le subconscient qui est le siège du moi, notamment la partie consciente, et le siège de tout ce qui est information de la société que nous avons emmagasiné par le processus de domestication ou bien le processus de socialisation ou bien encore le processus d'acquisition ou d'accumulation de la connaissance. Donc, voilà, et la petite partie qui est la partie visible de l'iceberg, c'est quoi? C'est la partie consciente. Voilà ce qui a été un peu expliqué dans ce tableau-ci que vous voyez. Donc, la partie consciente, là, c'est la petite partie, c'est la partie de nous-mêmes, le moi selon Freud. Et la partie préconsciente, c'est la partie où se trouve, en fait, la censure ou bien la ligne de démarcation entre tout ce qui est lié au surmoi, au ça, et tout ce qui est lié à quoi? À la conscience ou bien au moi. Pourquoi étudier cet élément? L'étude de cet élément va nous permettre de comprendre que nos agissements, nos comportements sont beaucoup plus liés à un certain nombre d'informations, à un certain nombre d'éléments qui dépassent en fait la partie consciente. Et la partie consciente, selon des études, disent que non, ce ne représente que moins de 3% de notre cerveau, du mécanisme de fonctionnement de notre psyché. C'est-à-dire notre partie consciente là est vraiment minime. Et c'est la partie inconsciente, si vous voulez, qui domine et que nous devons travailler à nettoyer. De quoi? À nettoyer d'un certain nombre d'états que nous allons voir, à nettoyer d'un certain nombre d'informations intoxiquées, à nettoyer d'un certain nombre d'informations qui ne nous sont pas utiles pour notre plein épanouissement. Donc, si nous ne travaillons pas à nettoyer cette partie inconsciente-là, on va connaître un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire de défauts, ou bien on ne va pas arriver à notre plein épanouissement, ou bien on ne va pas pouvoir développer notre plein potentiel. Donc, nécessité de travailler sur le subconscient, nécessité de travailler sur l'inconscient. Et en hypnothérapie, c'est ce processus-là qui va permettre de faire quoi? D'aider, en fait, on ne va pas parler de patients, mais on va parler plus de clients, à accéder à son inconscient et peut-être pouvoir nettoyer un certain nombre d'éléments qui manquent ou bien un certain nombre d'éléments qui limitent la personne ou un certain nombre d'éléments qui font que cette personne-là reste toujours dans des maladies ou bien dans des comportements de ceci ou de cela. Donc, ça va nous aider à pouvoir nettoyer. Et il y a un autre mécanisme qui va nous aider à pouvoir nettoyer ou donner de la bonne information au subconscient et à l'inconscient. Et on ingurgite ça, on installe ça et ça va nous permettre de faire les choses de façon automatique. Rappelez-vous du processus d'acquisition de l'apprentissage, du développement de la plasticité cérébrale que nous avons vu en haut. Et donner ces différentes informations à l'inconscient, pouvoir apporter de nouvelles informations à l'inconscient et au subconscient va nous permettre d'agir positivement ou dans le sens de ce que nous voulons. Donc, un travail
vraiment est nécessaire pour pouvoir, et on aime dire déjouer l'inconscient, mais ici, il faut le comprendre simplement, pouvoir donner de la bonne information à notre subconscient ou à l'inconscient. Alors, de ce qui précède, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous avons vu que le cerveau a fait l'objet de beaucoup d'études et chacun, d'une manière ou d'une autre, a essayé d'appréhender le cerveau pour montrer comment ce centre, j'allais dire, ce chef d'orchestre-là, de notre corps, essaie de nous accompagner dans notre processus. Et ce centre doit être en fait compris et surtout bien entretenu pour pouvoir fonctionner à plein régime, pour pouvoir nous être vraiment très utile. Mesdames et messieurs, dans la deuxième partie du point 2, nous allons comprendre ce que c'est que les circuits neuronaux. Et j'attire votre attention parce que c'est le point culminant de la plasticité cérébrale qui sera développé ici. Selon les définitions, on dit qu'un circuit neuronal, c'est quoi? C'est en fait le regroupement d'un groupe de neurones et qui est le siège de l'information. Mais je vais faire fi de cette définition, j'allais dire l'ivresse, pour nous permettre de comprendre assez aisément le phénomène. Il faut dire que le circuit neuronal, c'est la jonction, si vous voulez, le nœud, le point de rencontre de plusieurs neurones qui va en fait nous permettre de pouvoir faire ceci ou ne pas faire cela, de façon assez simple. Maintenant, pour pouvoir faire ceci ou ne pas faire cela, le cerveau fonctionne par électromagnétisme. C'est-à-dire, c'est comme un circuit, l'électricité là, quand vous branchez, ça produit de l'énergie. C'est la même chose en fait au niveau du cerveau, pour dire que les uns et les autres aiment dire que le cerveau fonctionne comme un central nucléaire. Donc, il y a besoin d'énergie même pour produire de l'énergie. Voilà un peu ce qu'il faut aussi comprendre à ces niveaux-là. Donc, le développement des circuits neuronaux nécessite la coordination et c'est assez complexe. Vraiment, quand tu fais les recherches et quand on avance, on se rend compte que le cerveau, le mécanisme du cerveau est très complexe. Je me suis permis de vous proposer peut-être une image pour vous permettre de voir assez clairement c'est à quoi on est en train de parler. Vous voyez, c'est un peu le cerveau comme ça. Ça ressemble à, si vous voulez, une toile d'araignée. Ça ressemble, si vous voulez, à, j'allais revenir sur ça, à de l'autoroute, où il y a un certain nombre de croisements des routes, si vous voulez. Et chaque route a en fait une information ou permet de faire quelque chose, si vous voulez. On va aller de façon simple pour nous permettre de comprendre. Donc, voilà un peu l'ensemble des circuits neuronaux de notre cerveau. Et j'ai essayé de prendre la carte routière voilà, du Burkina Faso, notamment de la ville de Ouagadougou, pour nous permettre de comprendre que la carte routière, par exemple, de la ville de Ouagadougou, on peut avoir une certaine représentation dans notre cerveau. C'est-à-dire, il y a des grands axes qu'on va appeler des boulevards, voilà. Dans d'autres pays, on va appeler les autoroutes. Et les autoroutes sont larges. Là, l'information circule à vivre à l'œil. Et il y a d'autres qu'on va appeler des ramifications, des rues, il y a les ruelles, il y a des petites voies. Et dans le cerveau, tout ça là, c'est composé. Et il y a même des bâtiments où c'est le siège de stockage de certaines informations. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, nous pouvons transposer cette carte visible de notre ville pour pouvoir mieux le comprendre dans notre cerveau. Et vous voyez que, j'allais dire, le ministère de l'urbanisme ou le ministère chargé vraiment des infrastructures travaille à créer des routes, c'est-à-dire de nouvelles routes, à améliorer certaines routes. Et dans notre cerveau aussi, il y a des routes qu'il faut pouvoir créer. Et ces routes à créer là, ce sont en fait ces circuits neuronaux il faille développer en quelque sorte. Et pour pouvoir développer ces circuits neuronaux, nous devons avoir un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de stratégies pour pouvoir augmenter ces voies-là, pour pouvoir aller à la superpuissance. Et quelques techniques que j'aimerais vous proposer. La première technique, c'est la programmation neuro-linguistique. Il me reste 5 minutes, donc je vais essayer de résumer au maximum. Et la PNL ou la programmation neuro-linguistique, si vous voulez, c'est le langage en fait du cerveau. Et le cerveau fonctionne selon un certain nombre de langages.
Pour faire simple, tout ce que nous allons dire par la bouche, par notre parole, va s'implanter progressivement dans notre cerveau. Et si cela se fait de façon répétitive, et surtout à l'endroit des enfants, notamment à l'âge de 0 à 7 ans, tout ce que l'enfant entend, il prend ça pour argent comptant si vous voulez. Donc l'information s'implante de façon, c'est comme une éponge, ça ne fait que prendre de l'eau seulement. Jusqu'à peut-être après, autour de 12 ans, il va commencer à développer un autre, notamment le raisonnement qui va mieux se développer. Sinon, ces volets de nouvelles informations viennent créer, en fait, développer ces circuits neuronaux-là. Maintenant, beaucoup pensent que la plasticité cérébrale ne se limite qu'à l'âge de l'adolescence. Quand on devient un vieux, non, c'est peine perdue. Non, les études viennent de démontrer que non, même à l'âge adulte, nous avons la possibilité de stimuler les anciens circuits neuronaux et de créer même de nouveaux circuits neuronaux, si vous voulez. Et pour pouvoir mieux nettoyer notre cerveau, nous allons travailler à détruire les engrammes. Les engrammes, c'est aussi des marqueurs somatiques qui se trouvent dans notre cerveau, notamment dans l'inconscient, et qui nous empêchent souvent de pouvoir aller à notre plein épanouissement ou de pouvoir réaliser un certain nombre d'éléments. Je vous invite à faire des recherches dans ce volet-là. L'effet Pygmalion ou l'effet Golem, je sais que beaucoup de gens vont directement faire allusion à quoi? À l'effet placebo ou l'effet nocebo. C'est-à-dire le cerveau n'est pas capable de distinguer la réalité de l'imaginaire. Donc, pouvoir lui donner une information même imaginaire peut l'amener à croire que c'est vraiment vrai, que c'est vraiment réel. Et pouvoir, donc, je vous invite à chercher l'effet Pygmalion et l'effet Golem pour pouvoir développer ces aspects. Nous pouvons revenir dans le groupe pour pouvoir comprendre davantage. Il y a la lecture, les voyages, ou bien apprendre quelque chose de nouveau de façon générale permet de créer les circuits neuronaux, de créer de nouveaux circuits neuronaux et de pouvoir entretenir notre plasticité cérébrale et pouvoir, en quelque sorte, entretenir de façon générale notre cerveau. Je vous invite à lire, je vous invite à vous déplacer. Plus vous allez vous déplacer, plus vous voyagez, vous allez apprendre beaucoup de choses nouvelles et ça va augmenter, en fait, la capacité de votre cerveau. Deuxième technique pour développer ou pour augmenter notre capacité intellectuelle, mesdames et messieurs, c'est la transmutation énergétique. Et la transmutation énergétique, ça passe par plusieurs aspects. C'est-à-dire, il s'agit de pouvoir stimuler notre cerveau, stimuler les circuits neuronaux de notre cerveau à pouvoir augmenter, peut-être à devenir des autoroutes, pour faire simple, à pouvoir développer sa capacité de penser, sa capacité de raisonnement. Et un exercice vraiment très recommandé, c'est l'exercice de méditation. Et qui parle de méditation va parler d'un certain nombre d'ondes cérébrales à atteindre. Et je vais revenir sur ces zones, et ceux qui veulent peuvent aller dans le module passé. Nous avons traité des questions de fréquences vibratoires. J'en ai parlé en long et en large. Donc, la méditation va nous permettre de pouvoir augmenter nos capacités cognitives. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à vous lancer dans la méditation. Dès le début, 5 minutes, ça suffit. 10 minutes, après, vous pouvez aller à 30 minutes. Ça va beaucoup, beaucoup aider les uns et les autres. Autre élément, c'est les techniques d'activation de la glande pinéale. C'est-à-dire, la glande pinéale a besoin d'être stimulée. La glande pinéale a besoin d'être décalcinée. Et il y a des techniques pour décalciner la glande pinéale. Il y a des techniques pour pouvoir diminuer, en fait, les plaques de calcaire qui se déposent sur la glande pinéale qui vont l'empêcher de fonctionner à plein régime de façon normale. Et pour terminer, il y a comment nourrir le cerveau. Ça me fait rire parce que c'est une partie que j'ai aussi provoqué les gens en statut. C'est la cérébralisation spermatique. La cérébralisation spermatique, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire simplement de pouvoir nourrir, électrifier et énergiser notre cerveau à partir de l'énergie sexuelle. À partir de l'énergie sexuelle. Beaucoup vont voir spermatique, sperme, et ils vont demander, alors, pour les dames, comment on fait? Non, il faut savoir que les hommes comme les femmes doivent aussi travailler à transmuter l'énergie sexuelle qui est au bas, notamment dans le chakra racine, et pouvoir faire remonter ça carrément dans le cerveau. Il y a des mécanismes, il y a des manières pour le faire.
Et je vous invite à aller chercher pour savoir comment on peut transmettre l'énergie sexuelle. Et ceux qui le savent, ceux qui ont au moins déjà lu et réfléchissez et devenez riche, si vous regardez parmi ces étapes ou bien les lois là, il a parlé de la transmutation de l'énergie sexuelle qui permet d'augmenter en intelligence, en créativité et de pouvoir devenir des génies. Il y a du secret dedans et c'est pour cela j'en ai parlé. On peut revenir aussi dans le groupe là pour parler davantage. Alors, je vous ai parlé des fréquences vibratoires dans le groupe, dans la séance précédente sur les fréquences vibratoires. Donc, il faut faire des exercices qui vont vous amener dans les états cérébraux, notamment ce que nous appelons les ondes cérébrales, ondes bêta, ondes alpha, ondes theta, gamma. Voilà. Ça, en fait, pouvoir vibrer dans ces zones ou dans ces ondes cérébrales permet de stimuler le cerveau et lui donne un certain nombre de puissances, de capacités. Je suis sûr que pour certains, c'est la première fois qu'ils découvrent ce que c'est même que les ondes cérébrales. Répartez dans notre communication sur la fréquence vibratoire, vous allez comprendre. La résonance de Schumann, qui est la résonance qui permet, c'est une résonance donnée, si vous voulez, par l'univers, je vais aller large comme ça, donc par la couche notamment de la Terre, et qui permet au cerveau de fonctionner normalement. Et c'est une fréquence qui a à combien? 7,83 Hz. Et pouvoir avoir la résonance de Schumann en permanence sur soi nous permet de pouvoir nettoyer et de pouvoir bien entretenir notre cerveau. Et pour terminer à ce niveau des fréquences vibratoires, c'est le solfégio. Vous voyez les notes de la musique, notes do, ré, mi, fa, sol, jusqu'à si. Pouvoir chanter ou bien entendre des sons en sol, en fa, en mi, va stimuler notre cerveau et nous permettre de pouvoir augmenter notre intelligence. Quelque part, il a été dit que chanter, c'est prier 2 fois. J'aime dire qu'il faut qu'il nous dise pourquoi il dit ça. Alors, un autre aspect aussi pour pouvoir augmenter notre intelligence, pour pouvoir augmenter nos capacités intellectuelles, notre capacité cognitive, c'est de vivre dans la pleine conscience. Et vivre dans la pleine conscience, c'est ce que nous entendons avec Eckhart Tolle, tout en vivre le moment présent, le pouvoir du moment présent. Voilà. Il y a des gens, ils sont tellement préoccupés à demain, ils sont tellement ambitieux qu'ils oublient qu'ils doivent vivre aujourd'hui, qu'ils oublient qu'ils doivent vraiment être eux-mêmes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement hantés par le passé, il y a des gens qui sont tellement retenus dans le passé qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vivre le moment présent nous permet vraiment de stimuler notre cerveau, nous permet de pouvoir augmenter nos capacités cognitives. Pour terminer, c'est les exercices de synchronisation hémisphérique. Vous avez vu que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau ne font pas en quelque sorte les mêmes éléments. Il est intéressant d'avoir des exercices pour pouvoir équilibrer ce phénomène-là. Et il y en a beaucoup d'exercices, même le simple fait de frotter les mains permet en fait de pouvoir savoir équilibrer ça. Et je sais que vous pouvez aller sur le net pour pouvoir apprendre d'autres éléments. Pour terminer, j'allais revenir sur l'alimentation. Nous devons travailler à consommer des aliments riches en vitamines oméga 3, vitamines B, C et E. Bon, les docteurs peuvent vous en dire plus à ce niveau parce que le cerveau a besoin, par exemple, des vitamines oméga 3 pour pouvoir encore être productif. Il y a ce que nous appelons les aliments non transformés. Évitons de beaucoup consommer que tout ce qui est transformé, tout ce qui est en état de transformation, les OGM, ainsi de suite. Voilà. Ça, vivre à une basse fréquence. Et cette basse fréquence n'est pas utile pour notre cerveau. Il y a les aliments que nous allons appeler les aliments sans fluor. Les aliments sans fluor, ce sont les aliments qui... Parce que le fluor, si vous partez dans les recherches, on se rend compte que le fluor a une influence sur la glande pinéale et ça détruit en quelque sorte notre glande pinéale et qui fait que nous allons avoir des troubles de sommeil, nous allons avoir des problèmes de rétention, nous allons avoir des problèmes de concentration. Et vous allez voir, par exemple, des fois, vous éloignez des grandes villes où il y a trop de bruit. Le bruit même empêche notre cerveau de fonctionner à plein régime. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je voulais vous proposer. Alors, pour terminer, ceux qui souhaitent, nous faisons des propositions de formation en ligne, de coaching en ligne, voilà, et nous pouvons vous coacher en ligne sans qu'on se rencontre et vous permettre d'avoir plus de temps. Et c'est à vous de créer votre
emploi du temps et nous, on va vous suivre vraiment selon plusieurs thématiques. Alors, certains découvrent les Wake Up Class pour la première fois. Il faut savoir que c'est des séances hebdomadaires que nous développons ici pour vraiment aller découvrir davantage. Et ces thématiques sont dans l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le développement, la métaphysique, si vous voulez, la psychologie, beaucoup d'éléments. Et ça se fait tous les mardis à partir de 20h15. Sur ce, je vous dis sincèrement merci et toutes mes excuses pour les 10 minutes de plus. Alors, Monsieur Nagalo, j'en ai fini. Merci pour votre attention.